Bon, on va commencer. Alors, merci à tous d'être venus ce soir. Je me présente, je suis Charles Bondu, président de l'association Dauphine Stratégie Défense, qui a le plaisir d'organiser cet événement ce soir. Je tiens à remercier tout d'abord l'équipe de DSD qui sont présents autour de la table et un peu partout dans la salle, grâce à qui on a pu faire cette conférence ce soir. Et visiblement, ça a suscité de l'intérêt, donc on est ravis que vous soyez là. Merci. Donc on a principalement des étudiants dauphinois, mais aussi des étudiants de l'extérieur et même des professionnels de la défense, de l'économie, de divers milieux. Je tenais à prendre la parole pour annoncer un peu le déroulé de la conférence. Donc je vais commencer par une petite introduction et ensuite je laisserai la parole à Monsieur Juillet pendant 45 minutes, 1 heure, à la suite desquelles vous pourrez poser des questions pendant une trentaine de minutes. On aura des micros de part et d'autre, des micros. Vous pourrez aussi utiliser ceux des premières rangées sur les côtés. Il suffit d'appuyer sur le bouton à droite du micro quand on vous aura donné la parole. Voilà, je voudrais dans un premier temps présenter l'association parce qu'il y a beaucoup de Dauphinois et beaucoup de nouveaux qui ne connaissent pas forcément notre projet. On est tous étudiants ou alumni de Dauphine, passionnés par la géopolitique, les relations internationales, la défense. Et on a créé l'association il y a 2 ans, pas moi personnellement, avec les fondateurs qui sont dans la salle aussi, pour justement faire des conférences qui nous intéressent nous-mêmes et pour inviter ceux qui pourraient aussi être intéressés à y participer comme vous ce soir. En 2 ans, on a fait notamment des conférences sur les métaux rares. On a fait une conférence sur le Yémen, le conflit et la crise humanitaire. On a monté des ateliers pour rencontrer des professionnels de la défense, un ancien directeur du GIGN, un ancien leader de la patrouille de France, un photojournaliste de guerre qui nous montrait ses photos. Cette année, on a prévu de faire une table ronde sur les guerres commerciales avec des représentants un peu divers, journalistes, politiques, économiques. Un événement sur les exports d'armes, donc vraiment des sujets très variés. Et aujourd'hui, on est aussi là pour vous parler parce qu'on sait qu'il y a des gens intéressés pour nous rejoindre et on cherche activement à ajouter des membres à notre équipe pour construire le projet cette année. Donc n'hésitez pas à passer nous voir après la conférence sur un petit buffet où vous pourrez nous poser des questions à nous ou à Monsieur Juillet, si vous en avez encore. Voilà, dans l'assaut, on est de tout niveau, L2, L3, M1, M2, doctorat. Donc on prend vraiment tous les profils, donc n'hésitez pas. Je vais prendre aussi un moment pour présenter un peu notre invité, parce que vous avez une vie très riche, Monsieur Juillet, et je vais peut-être souligner les quelques points qui mettront en contexte la conférence, pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Vous avez fait de longues études en droit, en lettres, puis à HEC, à Stanford, à l'IHEDN, vous avez été auditeur. À la suite de vos études, vous vous êtes engagé 5 ans chez les commandos parachutistes de la SDECE, l'ancienne DGSE, comme officier, et vous resterez colonel de réserve pendant plus de 30 ans. Mais c'est dans le civil que vous ferez votre carrière, puisque vous avez dirigé de nombreuses entreprises de l'agroalimentaire, donc des filiales de Pernod Ricard, Suchard, Andros, Bonduelle et Marks Spencer. Mais c'est en 2001 que vous êtes nommé numéro 2 de la DGSE en charge du renseignement, où là vous êtes en charge de réorganiser, mais surtout de mettre en place un service d'intelligence économique au sein du renseignement français. Donc vous nous raconterez peut-être pendant la conférence. En 2002, vous devenez haut responsable chargé de l'intelligence économique en France auprès du Premier ministre. Et à l'époque, ce qui est encore un concept, vous allez créer un service pour que l'État et les entreprises se servent de l'intelligence économique comme outil. Vous ferez cela jusqu'en 2009, date à laquelle vous rejoignez le cabinet d'avocats Auric, Rambaud et Martel, où vous travaillez encore. Mais surtout, vous continuez à animer la conversation autour de l'intelligence économique, en enseignant d'abord à HEC, à Sciences Po, et aujourd'hui à l'ENA, à l'École nationale de la magistrature. Il faut quand même souligner que pour tout au service rendu, vous êtes aujourd'hui commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres et chevalier de l'Ordre des palmes académiques, pour n'en citer que quelques-unes.
Vous êtes aussi président de l'Académie de l'intelligence économique et c'est nous aujourd'hui qui avons l'honneur de vous recevoir ce soir à Dauphine pour nous parler d'un sujet dont, à mon avis, peu de personnes sont aussi expertes que vous aujourd'hui. Merci de bien vouloir accueillir Alain Juillet. Merci. Merci et bonjour à tous et à toutes. Parler d'intelligence économique devant vous, d'abord, c'est toujours passionnant parce que vous êtes l'avenir. Et étant l'avenir, je sais que vous serez confrontés, beaucoup plus que nous l'avons été, aux problèmes qu'il y a derrière la création de l'intelligence économique et sur la nécessité de pratiquer l'intelligence économique. Parce que, et c'est le premier point sur lequel je voulais insister ici, c'est vrai que, et c'est un peu un truisme, hein, vous le savez tous, vous le travaillez ici, puisque vous faites de la géopolitique et de la géoéconomie, on est effectivement dans un monde qui devient de plus en plus concurrentiel, hyper concurrentiel, diraient certains. Et dans ce monde concurrentiel, en définitive, peu à peu, on s'aperçoit que personne ne fait vraiment de cadeau à l'autre. Quand vous voyez les relations particulières qu'il peut y avoir entre, par exemple, le président Trump et puis, je dirais, le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que les Chinois ou les Russes, on voit bien qu'on est dans des parties de bras de fer extrêmement violentes, extrêmement fortes, dans lesquelles, comme disait Audiard, hein, quand un type de 120 kilos vous parle, si vous en pesez 60, vous l'écoutez. Ben, ça, c'est la même chose, si vous voulez. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui, les rapports de force sont devenus très importants, mais il n'y a pas que les rapports de force, parce que justement, dans cette bataille mondiale, on a besoin, et on le voit tous les jours, on a besoin d'autre chose. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire du monde et puis l'histoire des 50 dernières années, d'abord parce que vous n'étiez pas nés pour la plupart, donc ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais néanmoins, il faut se souvenir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est ça, toutes les clés, vous allez voir si on arrive à la situation actuelle. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde était ravagé, puisqu'on avait tout cassé. On avait bombardé des pays, on avait détruit des pays, on avait mis exsangue d'autres pays. Bref, tout le monde était choqué, traumatisé, et on manquait de tout. En France, les gens l'oublient maintenant, mais en 1945, il fallait un carnet de rationnement avec des bons pour pouvoir aller acheter du pain, acheter du riz ou autre chose. Parce qu'il y avait une pénurie totale et on ne pouvait acheter que des petits paquets avec des tickets. Donc, c'était à cette époque-là, tous les gens, les stratèges et les concepteurs du monde ont dit il faut faire de la production. Alors, on a privilégié la production. Et ça a duré pendant 15 ans, 10-15 ans. On a surinvesti en production, et ce sont des producteurs, des industriels qui étaient les dirigeants, parce que c'était la clé. Et puis, on s'est mis à trop produire, en définitive. Dans les années 60, 50, entre 50 et 60, on s'est aperçu qu'on produisait tellement qu'on n'arrivait plus à vendre ce qu'on produisait. Alors, à ce moment-là, on a dit qu'il faut mettre des commerciaux. Alors, ça a été la deuxième vague, les commerciaux, qui, eux, étaient des super vendeurs et qui allaient vendre. Mais le commercial, il a beau être un grand vendeur, il a beau être un grand bonimenteur, il est capable de raconter plein de choses, mais il y a un moment où ça passe plus. Parce qu'une fois que, après, quand les gens ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Alors on a eu une troisième étape, ça a été le marketing. Et on a vu à ce moment-là, après les dirigeants industriels puis les dirigeants commerciaux, on est arrivé en 70 à peu près avec Kotler, hein, on a vu arriver toute une vague de dirigeants marketing qui appliquaient les méthodes du marketing. Or, le marketing, c'est quoi? C'est arriver à vous vendre ce dont vous n'avez pas envie en vous convainquant que vous en avez réellement un besoin essentiel. C'est ça le marketing. Et ça marche. Les techniques qu'on a utilisées, qu'on utilise encore d'ailleurs, ont bien fonctionné. Et puis dans les années 80, à peu près, un peu plus des années 80 d'ailleurs, plutôt 85, là, on avait épuisé toutes les joies du marketing, alors on est revenu sur l'industriel pour l'optimiser avec la qualité, les Kanban pour ceux qui connaissent, avec les références japonaises. Donc on a amélioré la qualité, on a dit il faut vraiment faire des produits parfaits. Donc on a joué sur cet effort pour être mieux que les autres, et on y est arrivé. Et puis là, on ne savait plus quoi faire. Alors on s'est dit, il faut thésauriser, il faut gagner de l'argent. Alors, on a inventé la gestion, enfin du moins on a inventé.
On a mis en place à la direction des entreprises des gestionnaires, des gens qui savaient faire de l'argent, donc qui savaient faire des économies sur tout le reste pour dégager de l'argent. Jusqu'au moment, d'ailleurs, on est arrivé en années 95 à la création de valeur pour l'actionnaire, où là on a dit la gestion c'est bien, mais il faut que la gestion elle rapporte surtout à celui qui a mis de l'argent au départ, à l'actionnaire. Et là on a cassé aussi la mécanique, puisque on a privilégié l'actionnaire au détriment de tous les autres acteurs. Mais tout ça permettait d'avancer. Et puis dans les années 2000, 2005, on s'est rendu compte que tout le monde savait faire tout ce que je viens de vous dire. Que dans tous les coins du monde, il y avait des gens qui avaient compris comment faire de la production, de l'industrie, de la gestion, du marketing et autres. Et à ce moment-là, comment se différencier? Et est sorti dans les années vers 2000-2005, même si ça avait été pensé avant, puisque ça date de 85 au niveau de la conception, par les Américains, par Porter, qui était un professeur de Harvard. Mais dans les années 2000, on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut permettre de se créer un avantage concurrentiel défendable et durable dans ce marché où tout le monde est pareil et tout le monde est aussi bon? Ceux qui sont vraiment font la course. Comment faire pour nous différencier? Et là, on a découvert une chose, c'est que le seul différentiel qui reste, c'est par l'information. Celui qui gagne, c'est celui qui est mieux informé que l'autre. Alors quand je vous dis ça, ce n'est pas très clair. Mais en réalité, quand je vous dis celui qui gagne, c'est celui qui est le mieux informé, c'est que si vous êtes mieux informé que l'autre, si vous connaissez mieux l'autre que lui vous connaît, vous êtes capable de comprendre ce qu'il va faire. Vous êtes capable d'anticiper ce qu'il va faire. Vous êtes capable donc de préparer non seulement le moyen de le bloquer, mais le moyen de réaliser des contre-attaques s'il fait quelque chose. Et en plus, vous pourrez exploiter toutes les failles, puisqu'il en a forcément, vous pourrez exploiter ces failles pour vous arriver devant. Donc, alors le problème de l'information, c'était quand on a compris ça, on a dit, mais comment on peut acquérir de l'information? Parce que, alors il y a ceux qui ont dit, mais on a plein d'informations, on a la presse, on y reviendra, il faut s'en méfier. On a la télévision, il faut s'en méfier. Alors, comment on peut faire? Comment faire pour avoir des renseignements, des informations qui soient véritablement crédibles? Parce que c'est bien ça le problème. Qu'on ne se fasse pas manipuler, on va y revenir. Et alors à ce moment-là, on a lancé un processus, une méthode, un concept qui s'appelle l'intelligence économique, que les Américains appellent le competitive intelligence, le renseignement concurrentiel. Nous, on l'appelle l'intelligence économique. Les Anglais appellent ça le business intelligence. Mais de toute manière, tout ça, c'est pareil. En réalité, ça va être quoi? Eh bien, ça va être tous les moyens, l'intelligence économique, ça va être tous les moyens qui vont nous permettre de comprendre le dessous des cartes mieux que nos concurrents. Et quand j'ai bien dit le dessous des cartes, c'est dans l'ensemble des problèmes qui peuvent nous concerner, nous et les concurrents, j'y reviendrai. Et derrière, à côté de ça, bien entendu, quand on a compris, on dit, il faut que j'apprenne à aller chercher les informations. Et chercher les informations, on voit bien que, et on y reviendra, il y a une évolution considérable. Au début des années 2000, il fallait vraiment aller chercher l'information là où elle était. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, c'est plus la peine. On a tout à disposition sans quitter son bureau, ou pratiquement. On y reviendra là encore. Donc, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des quantités d'informations, mais quand vous découvrez la facilité avec laquelle vous pouvez avoir des informations sur n'importe quoi, bien évidemment, vous comprenez qu'il faut aussi apprendre à vous protéger. Parce que dans le jeu, puisque moi je dois être mieux informé que l'autre, si moi je réussis à laisser sortir de chez moi moins d'informations que l'autre en face, n'en laisse sortir, je me crée un avantage. Donc, d'un côté, je vais faire du renseignement, de la recherche d'informations. D'un autre côté, je vais mettre en place des services de sécurité de ma propre entreprise, de ma propre activité, pour que le moins de choses sortent à l'extérieur. Et puis, il y a un troisième volet qu'on a découvert avec le temps, parce que là, dans les années 2000, on ne l'avait pas vu. Mais depuis 2010, à peu près, on le voit de plus en plus fort, et puis ça monte en puissance, c'est l'influence. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui,
Hélas, nous sommes dans un monde médiatique, vous êtes bien placé pour le savoir. Hein. Eh bien, dans ce monde médiatique aujourd'hui, par rapport à ce qui se passait avant chez les stratèges militaires, parce que vous parliez de militaires tout à l'heure, hein, chez les stratèges militaires, dès qu'on avait une bonne stratégie, on gagnait. Napoléon gagnait ses batailles parce qu'il était le meilleur stratège. Mais j'ajouterais parce qu'il était aussi le mieux informé. Parce que personne n'en parle, mais Napoléon avait des systèmes d'information extrêmement précis et complets sur là où il allait exécuter son plan de bataille, hein, et sur les réactions de l'adversaire et comment ça se passait. Il avait son réseau d'information. Mais à l'époque, il suffisait d'avoir une bonne stratégie, on avait gagné. Aujourd'hui, je vous dirais, et ça les militaires ont commencé à le comprendre, en particulier avec les Américains pour la première guerre en Irak, et la deuxième surtout d'ailleurs, hein, aujourd'hui, une bonne stratégie est nécessaire, mais n'est plus suffisante pour gagner. Et ça, c'est une des grandes nouveautés. Aujourd'hui, si vous n'accompagnez pas ce que vous êtes en train de faire en expliquant que c'est bon, que ça marche, que c'est utile, bref, que vous lui donnez plein de raisons positives, si vous ne faites pas ça, vous perdrez la bataille, quelle qu'elle soit. Et donc, nous sommes rentrés à côté de la recherche du renseignement utile et de la sécurité nécessaire. On ajoute maintenant un troisième volet qui est l'influence, à savoir toutes les actions qui vont nous permettre de déstabiliser l'adversaire, mais également de nous défendre par rapport aux essais de déstabilisation que l'adversaire va exercer sur nous. Eh bien, ce que je viens de vous dire là, c'est ça l'intelligence économique. Ce n'est pas autre chose. Mais c'est très vaste. C'est très vaste parce que dans la compétition internationale dans laquelle nous sommes, hein, ce n'est pas évident d'arriver à gérer toute la recherche permanente d'informations, et nous allons y revenir, de gérer la sécurité, parce que c'est de plus en plus difficile dans un monde de transparence où tout doit sortir, alors qu'à l'évidence, il ne faut pas que tout sorte, hein, et par rapport à des actions d'influence dans lesquelles tous les moyens sont bons. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un exemple qui m'amuse, parce que c'est emblématique, hein, c'est le problème de Huawei. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Huawei, bien entendu. Alors, il y a la vision des journaux, il y a la vision de la télévision, des télévisions d'information, il y a la vision que vous donne l'Amérique, bien entendu, il y a la vision que vous donne la Chine. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe, si justement vous appliquez ces méthodes d'intelligence économique, donc on aura l'occasion après de détailler les techniques, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit au départ que depuis 15 ans, les Américains de Cisco dominaient le marché mondial au niveau des télécoms, sur les centraux téléphoniques et autres, les centraux et autres. Bon, pourquoi? Parce qu'ils avaient investi de manière très importante, très importante, sur la 2G, la 3G et la 4G. Et nous nous battions tous sur la 2G, 3G, 4G. Les Chinois, eux, Huawei, voyant qu'ils n'avaient aucune chance de battre les Américains sur la 2G, la 3G et la 4G, parce que les Américains avaient trop d'avance, ont décidé de mettre tous leurs moyens sur la 5G, qui n'existait pas encore, en disant, comme aurait dit un publicitaire célèbre qui s'appelle Jean-Marie Dru, je fais un saut créatif et je vais au-dessus. Et alors, ils ont travaillé sur la 5G. Et puis, il y a 1 an et demi, ils ont commencé à dire, la 5G, on l'a mise au point, elle marche, on va la vendre. Et là, comme diraient les Italiens, panica generale. Parce que Cisco a plus de 2 ans de retard. Alors, comment vous faites? On va parler de la technique après, mais comment vous faites quand vous avez votre concurrent qui se révèle bien meilleur que vous, très en avance sur vous? Comment vous faites pour ne pas perdre vos positions concurrentielles au niveau international? Eh bien, c'est simple. On se retourne vers son État et on dit « Chef, aidez-nous à saboter l'adversaire ». Ce n'est pas autre chose.
Comment on va faire? Eh ben, on va faire des opérations d'influence. On va donc dire que l'autre, il a tous les vices, il a toutes les tares, il est complètement tordu. Et bien sûr, pendant ce temps-là, on ne parle pas de nous. C'est ce qu'ont fait les Américains. Hein. Parce que quand on arrête, par exemple, la fille du président de Huawei au Canada, sur la demande des Américains, on fait l'arrestation de cette jeune femme, directrice financière, qui a déjà quelques années. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, on va l'accuser de fraude, d'espionnage, de détournement de matériel et autres. Mais pourquoi on l'attaque brusquement à ce moment-là, alors que l'affaire du bras de robot, il y avait eu un bras de robot piqué par des ingénieurs de Huawei, ce qui évidemment, ce n'est pas par hasard quand vous piquez un bras de robot et que vous le rendez le lendemain matin, ils en ont fait une erreur. Hein. On a pris un bras hier, on l'a mis dans la poche et puis on vous le ramène aujourd'hui. Il faut arrêter. Mais évidemment, c'est de l'espionnage. Bon. Mais on a vu aussi, on les a accusés de copie, comme si les Chinois ne copiaient pas depuis toujours, comme si les Chinois ne faisaient pas de l'espionnage depuis toujours. Hein? Alors, donc vous voyez, et on a chargé la mule, comme on dit. Pourquoi? Pour, en réalité, essayer de casser ce qui semblait devenir une évidence, c'est que toutes les puissances occidentales et autres, et du tiers-monde, allaient acheter la 5G de Huawei parce qu'elle était plus performante que l'autre et qu'elle était au point. Alors derrière, c'est vrai qu'il y a un problème stratégique. Et là, je fais encore de l'intelligence économique pour vous montrer. Si on sort maintenant de ce combat, si vous voulez, de positionnement de l'un par rapport à l'autre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que derrière, la 5G est une révolution sur le plan technique par rapport à la 4G et aux autres, puisque la 5G, ça multiplie les antennes, il y a des antennes partout, que ces antennes captent tous les échanges entre les objets interconnectés, qui sont l'avenir, bien entendu, hein, pour ensuite les renvoyer vers ceux qui veulent les utiliser, ces signaux. Le problème, c'est qu'en même temps que l'opérateur capte les signaux et les transmet à d'autres, il peut aussi les stocker pour lui, s'il est mal intentionné. Et là, on comprend le risque. C'est-à-dire que, effectivement, la 5G permet à l'opérateur de récupérer, s'il le veut, ou s'il a la pression de son gouvernement qui s'exerce, des quantités d'informations qui pourront être utilisées dans la concurrence internationale. Alors, je vous parlais du côté chinois, mais de l'autre côté, alors bien sûr, vous allez me dire, de l'autre côté, ils sont purs, jamais ils n'ont fait d'espionnage, jamais ils n'ont fait de copie, parce que ce sont nos alliés. Alors vous savez, il y a un livre qui vient de sortir de Snowden. Puisque vous vous intéressez à la politique internationale, je vous conseille de le lire. Et si ensuite vous avez la moindre illusion à la fin du bouquin, venez me voir, ça m'intéresse. Parce que je pense que des gens de Dauphine sont suffisamment malins pour comprendre qu'il y a quand même un rat dans le piano quand on vous dit qu'il n'y a rien. Snowden a démontré que, évidemment, de l'autre côté, c'était pareil, avec d'autres approches et d'autres techniques. Et pourquoi? Parce que dans la compétition internationale, chacun veut gagner. Et tous les moyens sont bons. Alors nous, et là j'en arrive à l'intelligence économique appliquée, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans un cas pareil, la vraie question, c'est la seule. Sachant que nous ne voulons pas, parce qu'on pourrait y revenir, mais nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas nous n'avons pas, ce qui est d'ailleurs faux, je ne devrais pas vous dire ça, nous avons en Europe une société qui s'appelle Nokia qui est capable de faire de la 5G et qui a de l'avance sur Cisco, en retard sur Huawei, de l'avance sur Cisco. Le problème, c'est que pour qu'elle puisse gagner du temps par rapport aux Chinois, il faut qu'elle investisse beaucoup. Or, elle n'a pas les moyens d'investir. Donc, il faudrait que ce soit l'Europe qui investisse, qui l'aide. Mais l'Europe ne le fera pas, parce que l'Europe est tiraillée entre toutes les tendances. Et l'Europe ne bouge pas. Donc, résultat, quel est le choix que nous avons? Il est simple. Ou on attend 2 ans, on aura la Cisco américaine et on se fera écouter par les Américains, ou on prend tout de suite la Huawei et on se fera écouter tout de suite par les Chinois. Il n'y a pas d'autre solution.
Et vous l'avez bien vu, si vous avez regardé le débat à l'Assemblée et au Sénat français, eh bien le débat, il a été sur quoi? Il a dit, bon, ben, puisque de toute manière on sait que l'un des deux va arriver et prendra le contrôle, nous, est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de préserver une partie de nos libertés, de nos affaires, de garder secrète une partie de nos activités. Et vous voyez, en vous parlant de ça, là, je suis en train de vous démonter, si je peux m'exprimer ainsi, un peu ce que c'est que l'intelligence économique. C'est-à-dire que quand j'ai un problème qui me tombe à la figure, j'essaie de comprendre, et surtout, j'essaie de ne pas écouter aveuglément ce qu'on me dit, mais j'essaie de me forger ma propre opinion en essayant d'avoir des informations de tous les côtés et de les recouper pour savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, pour ce faire, pour chercher ces informations, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dispose de moyens extraordinaires. Moi, vous avez entendu, quand j'ai commencé dans le renseignement, alors là, vraiment le renseignement et l'action, eh bien, il fallait aller chercher l'information par des réseaux humains, c'est-à-dire qu'on allait dans un pays, on essayait de contacter des gens, on essayait de les faire parler, on essayait de récupérer des informations. C'était un travail de titan à base de réseaux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, avec le big data, avec la capacité que nous avons de stocker des données, et vous savez que pratiquement aujourd'hui, tous les jours, on double le nombre de data que nous stockons. Enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. On a plus stocké dans les 2 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant des informations. Et ça s'accélère encore. Et nous n'en sommes qu'au début. Donc, on a des masses d'informations comme on n'en a jamais eu. Le problème de ces masses d'informations, du big data, du stock, qui nous donne des capacités extraordinaires, le vrai problème, c'est ensuite de retrouver les informations. Parce que à quoi ça sert de stocker des milliards d'informations si on ne sait pas aller les chercher dans un délai rapide? Et c'est tout le problème aujourd'hui, l'invention géniale des algorithmes. Vous savez que les algorithmes sont des équations mathématiques adaptées qui vont nous permettre, à travers ces équations, donc, d'aller chercher dans toutes les informations existantes celles qui sont les plus intéressantes pour nous, celles qui peuvent être utiles dans notre analyse ou notre raisonnement. Les outils, le big data, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas très bon dans nos pays, en Europe en particulier, pour concevoir ça. Et on voit bien que les gros opérateurs, ils sont des deux côtés, du côté de l'Amérique et du côté de la Chine. Par contre, sur les algorithmes, on n'a pas à avoir honte, parce que vous savez que les Français sont parmi les meilleurs mathématiciens au monde, il faut le dire. Pour une fois qu'on a des choses qui sont performantes, il faut l'affirmer. On a parmi les meilleurs mathématiciens du monde. Or, les algorithmes sont faits par des mathématiciens. Donc nous avons, sur le plan des algorithmes, de vraies possibilités de développement. Et à travers ces possibilités de développement de nos startups, on a des possibilités de travailler, d'influencer, de concevoir des modèles en liaison avec les très gros opérateurs. Derrière les algorithmes, vous avez bien sûr les analyses, les systèmes d'analyse, et puis les systèmes de synthèse. Aujourd'hui encore, on est capable de faire des synthèses extraordinaires. Nos logiciels actuels, ils vous prennent guerre épais, quand même, c'est 1000 pages. Ils vous prennent guerre épais, ils vous le résument en 1 page, et en plus, ça a du sens. C'est pas mal. Parce que le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'il faut qu'on arrive à en faire des synthèses successives sans en casser l'origine et le sens, de manière à pouvoir, à la fin, avoir une vision à peu près claire de tout ce qu'on a pu récupérer, tout ce qu'on a pu analyser. Donc, de ce côté-là, on progresse encore extrêmement vite. Et je voudrais juste ajouter que les outils actuels sont formidables par rapport à ce qu'on a connu, et ça s'améliore tous les mois et tous les ans. Mais nous sommes à la veille d'une autre révolution qui va bouleverser complètement le monde numérique, c'est l'univers quantique, l'arrivée dans l'univers quantique. Vous savez que les ordinateurs quantiques
ont des capacités qui sont extraordinaires parce que votre ordinateur, il marche en numérique, en binôme, c'est-à-dire sur le 1 et le 0. L'ordinateur quantique, il marche à la fois sur le 1, sur le 0, et toutes les variables au milieu, 0, 0,1, 0,2, 0,01, 0,02, et ainsi de suite, tout est mélangé, tout est superposé. Ça multiplie les possibilités de manière absolument incroyable, et ça change les règles du jeu. Alors, pour nous, par exemple, ça change les règles du jeu sur plusieurs choses. D'abord, c'est que l'ordinateur quantique du futur, il est capable de casser les codes. Alors, pendant le renseignement, vous mettez tout est codé, comme sur vos ordinateurs, vous mettez des codes. Bon, dans quelques années, quand il y aura les ordinateurs quantiques, vous pourrez oublier vos codes, parce qu'ils sont tous cassés dans le millième de seconde. Et là, si je prends mon ancienne casquette du renseignement de la DGSE, je veux dire que ça va être passionnant, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, parce qu'enfin, on va savoir qui étaient les traîtres, puisqu'on va pouvoir décoder tous les messages secrets qui ont été envoyés depuis 50 ans entre des pays et qu'on ne pouvait pas casser parce qu'on n'avait pas les codes. Et là, on va pouvoir savoir. Donc, malheur à ceux qu'on va pouvoir retrouver. Et il va y en avoir beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant. Mais pour vous donner un autre exemple, pour vous montrer ce que c'est que le quantique, et les puissances que ça va avoir et la révolution que ça va amener chez vous, parce que là, vous allez tous le vivre, c'est le radar. Les Chinois viennent de tester le premier radar quantique, après avoir testé le premier satellite quantique. Partiellement quantique, mais quand même, il marche. Les Chinois viennent de tester le radar. Et quelle est la caractéristique de ce radar quantique? C'est qu'il détecte les avions furtifs. Alors, si vous avez entendu parler de défense, puisque vous êtes des spécialistes de la défense, vous savez que les Occidentaux, nous avons dépensé de véritables fortunes pour faire des avions furtifs, non détectables, pour faire des bateaux furtifs, non détectables, ainsi de suite. Et bien, dans quelques années, tout ça, ça sera comme en plein jour. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences au niveau de la recherche, au niveau des investissements, au niveau des coûts, au niveau de la performance des armées, ça bouleverse tout. Donc, nous sommes dans une évolution, et si je ne vous dis pas ça, si je vous dis simplement, on est arrivé à la 5G, on est arrivé à des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, avec des supercalculateurs, comme on les connaît chez nous aux États-Unis, ça serait insuffisant parce que j'aurais oublié un élément du futur qui est fondamental, puisque ça va tout révolutionner. C'est un peu, si vous voulez, comme quand on faisait les liaisons entre Paris et Marseille en train ou en voiture, avec un train classique ou la voiture, on mettait 7h30. Enfin, à l'époque, quand on roulait vite, on pouvait mettre 7 heures pour faire Paris-Marseille. Le train, on mettait 5 heures, et puis est arrivé le TGV. Si vous n'aviez pas pris en compte le problème du TGV dans vos analyses stratégiques, il est évident que vous êtes planté parce que le TGV, en 2h15, 2h30, vous met à Marseille. Et que ça a révolutionné complètement les distances, la perception de la distance, à tel point que des gens vivent à Marseille et travaillent à Paris. Chose qui était inconcevable il y a simplement 15 ans ou 20 ans. Pour avoir les bonnes informations, il vous faut deux choses. Il vous faut des sources ouvertes, bien sûr, et puis il faut, comme on dit, des sources fermées. Alors, les sources ouvertes, aujourd'hui, il faut bien dire qu'elles couvrent la quasi-totalité de ce dont on a besoin dans n'importe quel problème. Et ça aussi, c'est une nouveauté fondamentale. On trouve de tout. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on stocke de tout sur Internet, mais il n'y a pas que le stockage de données. Il y a aussi cette formidable invention que sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations comme nous n'en avons jamais connu dans le passé. Puisque la tendance actuelle, c'est de tout raconter sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème énorme. Pour ceux qui racontent, pas pour, évidemment, ceux qui exploitent ces informations. Parce que plus les gens en mettent, et mieux ça vaut. Je me souviens, moi, récemment, on parlait sur les nouveaux types de cambriolage. Vous savez, le cambriolage classique, les gens rentrent chez vous et puis vous piquent des affaires et repartent avec, et puis les revendent.
Bon, classique, ça c'est le truc classique qui a toujours eu lieu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Les vrais techniciens, les vrais professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils scannent Facebook pour voir les photos de vos appartements. Et parce que dans la photo sur l'appartement, on dit tiens, on a fait la fête avant-hier, et il y a des photos, et on voit derrière les tableaux, les meubles, tout ça. Donc les types, qu'est-ce qu'ils font? Ils repèrent tout. Ils disent tiens, là, il y a un truc peut-être intéressant. Ils voient les receleurs avant la SAC, si je peux dire. Ils voient le receleur. Ils récupèrent, ils disent au receleur voilà, ça t'intéresse, ça, et l'autre, il dit le tableau ne m'intéresse pas, par contre, le pot qui est là, le vase m'intéresse, et puis le meuble qui est là-bas, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait le cambrioleur? Il surveille votre site, il surveille vos messages, et puis il voit vos annonces. Bonne nouvelle, je pars en vacances 8 jours. Formidable. C'est-à-dire que pendant 8 jours, il peut y aller sans problème, il n'y aura aucun risque. Donc, il va effectivement, pendant ces 8 jours, rentrer chez vous. Il va vous piquer, non pas tout. Et souvent, j'entends les gens qui me disent c'est incroyable, ils n'ont pas piqué l'argent ou ils n'ont pas piqué je ne sais pas quoi, ils ont juste piqué ça et ça. Eh bien oui, parce que le ça et ça, c'est ce qu'ils savent qu'ils peuvent vendre. Parce que lorsqu'ils ont terminé la cambriole chez vous, immédiatement, ils vont chez le receleur, ils lui vendent selon le prix convenu, ils prennent l'argent liquide, et 3 heures donc après le cambriolage, il n'y a plus aucune trace. Et à ce moment-là, il y a, comme dirait l'autre, il n'y en a qu'un seul qui est cocu dans l'histoire. C'est le propriétaire. Alors je vous raconte ça parce que c'est pas du tout pour... Je vous raconte ça pour vous montrer comment ça se passe. Ce que font les cambrioleurs, tout le monde le fait. Les grandes entreprises aujourd'hui scannent LinkedIn, Twitter, Facebook, tout ce que vous voudrez, pour savoir ce que vous faites, ce que vous pensez. On sait tout grâce à ça. C'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on est dans un monde où la source ouverte, puisque c'est de la source ouverte, il suffit simplement d'avoir un petit logiciel qui va scanner, qui va regarder tout ce qui est sur le net. C'est à portée de tout le monde, et ça se vend en vente partout, y compris à Paris. Donc, on voit bien qu'on est dans un autre monde. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut apprendre à se protéger dans le cadre de l'intelligence économique, il va falloir aussi qu'au niveau de chacun d'entre nous, on apprenne un certain nombre de règles de protection personnelle, parce que nous n'en sommes qu'au début. C'est bien évident. Les techniques s'améliorent. Il faut aujourd'hui être un abruti complet pour aller attaquer une banque ou, comme je vois certains, se faire les fourgons postaux à coups de Kalachnikov. Ils risquent 20 ans de prison, ça marche rarement. Souvent, ils ne trouvent rien parce que les billets dans les machines sont plus colorés par des systèmes de défense. Donc, ils risquent alors que vous piquez l'ordinateur d'un cadre d'une entreprise de recherche. Et cet ordinateur, il contient des recettes, il contient des renseignements sur le produit, il contient des plans, il contient tout ça. Vous le revendez aux concurrents, vous allez gagner beaucoup plus et vous ne risquez absolument rien. Pire encore, regardez, je vais vous citer un exemple. Aux États-Unis, Domino Pizza, vous connaissez tous les pizzas qu'on livre avec les vélos, les trottinettes, enfin ce que vous voudrez. Bon, la trottinette, j'en ai pas vu beaucoup pour le moment encore, mais ça va arriver. Donc, Domino Pizza, il se fait piquer son fichier client aux États-Unis. 15 millions de clients, ok, par des hackers spécialisés, bien sûr, qui rentrent chez lui piquent son fichier client. La différence des Français, c'est que les fichiers américains ont les cartes de crédit dedans. Les numéros de carte de crédit, les codes. Qu'est-ce que font les gens de Domino Pizza? Ils disent ça va être vendu à les concurrents. Donc, dans le darknet, dans le dark web plus exactement, tout le monde se met à regarder quel est le hacker qui, sous évidemment un pseudo, va vendre les fichiers qui ont été piqués à Domino Pizza. Et on les repère. On repère qu'effectivement, ces fichiers sont vendus à des fabricants de pizza, des sociétés de distributeurs de pizza. Bon. Mais là où ça devient plus compliqué, là c'est une bonne opération pour celui qui vend, il gagne bien sa vie. Bon. Et qu'est-ce qu'il risque? Rien du tout.
parce qu'il a fait ça d'un pays étranger. Donc en plus, les lois ne s'appliquent pas pour lui. Hein, donc il ne risque rien. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on s'aperçoit que d'autres hackers achètent le fichier, pas du tout pour le revendre à des sociétés qui pourraient l'exploiter, c'est pour bloquer l'écran des clients, c'est-à-dire qu'on envoie, vous savez, on fait un blocage d'écran le matin, hein, on envoie le blocage, et au bout de quelques minutes, vous voyez apparaître sur votre écran, si vous payez 100 € en Bitcoin à tel truc, eh ben, on vous remet votre ordinateur en marche. Alors bon, il y a toujours des gens qui diront « moi, jamais, je ne céderai pas à la pression », bien sûr, mais pendant des jours et des jours, ils n'ont plus rien. Ça pose quand même quelques problèmes. Il y en a d'autres qui vont lâcher tout de suite, c'est-à-dire qui vont payer. Il y en a d'autres qui vont attendre 1 ou 2 jours, mais qui vont payer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous savez l'histoire de Domino Pizza, on estime à 4,5 millions les gens qui ont payé 100 $. Faites le calcul. 4,5 millions de gens à 100 $, c'est le plus beau hold-up du siècle. Risque zéro. Il y a encore des abrutis qui vont attaquer les fourgons postaux. Là, ça réconforte, ça prouve que tout le monde n'est pas intelligent dans ce milieu-là comme ailleurs. Enfin, quand même. Hein, je vous dis ça parce qu'il faut donc regarder les choses en face. On est dans un monde qui est en pleine évolution et dans lequel chacun essaie de tirer parti de tout. Alors, je vous parlais des sources ouvertes. Tout le monde peut en avoir accès. Les sources fermées, c'est beaucoup plus difficile. Mais à la différence de ce que je vous racontais au début, parce que moi, donc, quand j'ai commencé, ça fait quand même un paquet d'années, vous n'étiez pas nés, pratiquement tout le monde d'ailleurs ici n'était pas né, hein, je pense, même quasi tous, mais, hein, quand j'ai commencé, on allait chercher avec des réseaux humains. Donc c'était un sacré truc, on prenait des risques en plus pour aller les chercher. Aujourd'hui, on commence par utiliser les sources ouvertes. Avec des sociétés comme Palantir, la société américaine Palantir, elle vous fournit des masses d'informations considérables sur n'importe quoi. Vous demandez, ils vous fournissent. Hein, ça va très vite et c'est très fort. On n'a plus besoin d'aller chercher le renseignement humain, sauf à la fin. Parce que vous apercevez, quand vous faites de l'analyse en recherche économique, ou autre d'ailleurs, quand on fait de l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a toujours des trous dans la raquette. On ne sait pas pourquoi. C'est probablement pour des histoires de calcul d'algorithmes, de définition de l'algorithme ou de définition des paramètres. Enfin, il y a toujours des trous. Et le problème ensuite, ça va être uniquement d'aller compléter ces trous. Donc, au lieu de prendre le risque d'aller chercher toutes les informations, aujourd'hui, on ne va plus chercher que quelques informations qui nous manquent. C'est totalement différent comme approche. C'est un renversement, si vous voulez, du système classique de recherche de l'information et du renseignement. Donc, et bien entendu, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux, puisque moins vous allez chercher d'informations secrètes, puisqu'elles existent, et plus c'est facile. Entre parenthèses, quand je parle d'informations secrètes, j'aurais dû vous dire que 95% de l'information sur n'importe quoi est disponible sur Internet si vous savez la chercher. Ça, c'est clair. En gros, c'est 95%. Et dans les trucs les plus secrets, comme le nucléaire, par exemple, même là, il y a des informations qui circulent. Si vous voulez faire une bombe atomique, je vous donnerai tout à l'heure, si ça vous intéresse, je peux vous donner les sites sur lesquels vous pouvez aller voir comment ça se fabrique. Je vous rassure tout de suite, comme ce n'est pas miniaturisé, il faut un immeuble de 2 étages pour la construire, donc vous allez vous faire repérer. C'est pour ça que je peux vous donner ça sans problème, parce que ça se terminera forcément mal pour vous. Vous vous ferez identifier. Mais n'empêche que l'information, elle existe, et elle est disponible. Processus de recherche, je vous parlais de la recherche, en réalité, il y a des étapes. Et là-dessus, je voudrais vous dire quelques mots aussi, parce que ces étapes, si vous voulez, elles sont essentielles. Et lorsqu'on parle d'intelligence économique, si simplement vous mémorisez ce processus, vous êtes déjà un expert en intelligence économique. Parce qu'en réalité, vous aurez compris comment ça fonctionne. Comment ça marche? C'est très simple, en effet. Il faut toujours regarder les choses de manière simple, que c'est comme ça qu'elles sont les plus efficaces. Premier temps, vous essayez de définir le cadre de votre recherche, le cadre de votre action. C'est-à-dire que vous allez écouter la définition stratégique, les militaires diraient l'intention du chef ou l'idée stratégique du chef.
vous allez essayer de définir où on veut aller. Quels sont les domaines qu'il faut connaître pour pouvoir y aller? Et vous allez donc vous faire un espèce de cadre, hein, un peu comme une carte. Hein. Je veux aller, je ne sais pas, à Limoges, eh ben, je vais essayer de me trouver une carte de la ville de Limoges pour pouvoir ne pas me perdre dans Limoges. Alors vous me direz aujourd'hui, j'ai le GPS, mais gardons l'idée de la carte pour bien montrer. Donc j'ai une carte de Limoges. Vous comprenez bien quand je vous dis une carte de Limoges que si elle est trop petite, qu'elle me montre que le centre-ville, eh ben, j'aurai de gros problèmes si je veux aller en banlieue. Voilà. Oui. Si on me donne un plan qui est celui de la région Limousin, ben, je vais avoir une déperdition d'énergie considérable parce que je vais chercher toutes les informations sur la région de Limousin alors qu'il n'y a que la ville qui m'intéresse. Donc tout le problème actuel, ça va être donc de définir, première étape, le cadre de mes recherches. Très important. Si c'est trop grand, je vais y avoir une déperdition et je serai moins efficace. Si c'est trop petit, je vais perdre une partie des informations dont j'ai besoin. Et après, il y a un deuxième niveau que tout le monde oublie, et en particulier en France, parce que nous sommes un pays où on n'aime pas le faire, c'est la prospective. Nous sommes un pays qui de plus en plus vit dans l'instant, dans le présent, si vous voulez. On a beaucoup de mal à se forcer à imaginer le futur. Et pourtant, quand je définis mon cadre de recherche, je dois essayer d'imaginer quelles peuvent être les évolutions des différents paramètres dans les années à venir, dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir. Parce qu'en fonction de cette évolution des paramètres, eh bien, je vais devoir redéfinir mon cadre pour inclure certains et par contre en rejeter d'autres qui ne me serviront à rien. Donc vous voyez, il y a définition du cadre, puis il y a prospective. Ensuite, troisième étape, c'est la recherche d'informations. Là, c'est simple, tous les moyens sont bons sur le plan Internet, sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan des banques de données, sur le plan des articles. Vous allez chercher toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous allez en faire, ensuite, vous allez les récupérer. Et là, on arrive à une autre étape, c'est la validation des informations. Parce que nous sommes dans un monde où 20% de toutes les informations que nous lisons ou entendons sont fausses, en moyenne. Intéressant que vous dites ça. Dites-vous bien qu'une information sur 5 que vous avez entendue depuis ce matin était fausse. Et ça pose un vrai problème. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire une stratégie sur des éléments faux. Donc il faut que je sélectionne au mieux mes éléments pour voir ceux qui ont le plus de chances d'être vrais. Et là, c'est là où la grande difficulté actuelle, c'est d'essayer justement de différencier le vrai du faux. Alors vous savez, quand vous voyez par exemple que les chercheurs américains, les chercheurs de Google viennent d'annoncer que entre 6 et 8 mois, pratiquement en moins d'un an, on va pouvoir faire des films de fake news qui seront tellement bien faits qu'on ne pourra pas les différencier des vrais, ça va être extrêmement difficile ensuite pour voir comment on va faire la sélection. Et donc, il faut qu'on invente des modèles pour ne pas se faire avoir, parce que d'un côté, il faut qu'on élimine les fausses informations, et d'un autre côté, on sait qu'elles pullulent dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas évident, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on subit des attaques d'influence, on se fait manipuler, et du coup, on se fait avoir. Donc, difficulté de sélectionner les bonnes informations. Après, je dirais que le travail est facile, parce que l'étape suivante, c'est l'analyse de tout ce qu'on a récupéré. Donc là, on traite tout. On essaie de faire des synthèses progressives, on essaie de repérer les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces, tout reprendre. Et puis une fois qu'on a bien analysé tout, avec des logiciels, avec des techniques de plus en plus efficaces de ce côté-là, eh bien on va arriver à la synthèse. La synthèse, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, une seule solution. Moi, je n'ai jamais vu de problème où il n'y avait qu'une seule solution.
Il y a toujours plusieurs solutions. Il n'y en a pas 50, mais il y a toujours 2-3 solutions qui s'imposent, ou 2-3 hypothèses qui semblent les plus plausibles. Et donc, quand vous avez fait cette synthèse, vous allez l'envoyer au décideur, au stratège. C'est celui qui va recevoir et qui, lui, connaissant tous les éléments en sa possession, parmi ces différentes options, va choisir celle qui lui paraît la meilleure au moment où il est. Donc, si vous voulez, à travers ça, je voulais donc bien insister là-dessus, hein, vous voyez qu'il y a toute une succession logique d'opérations, et si vous avez compris ça, vous pouvez le faire de tête. Et moi, je peux vous assurer que vous pouvez le faire de tête. Hein. Amusez, ou si vous avez le temps un jour, hein, un dimanche ou un samedi, si vous voulez vous amuser un peu, vous n'avez rien à faire, c'est rare, hein, surtout vous avez beaucoup de choses, bien sûr, mais si vous avez du temps, dites-vous, depuis le matin, dites-vous, voilà, tout ce que je vais entendre, je vais simplement me poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne vous demande pas d'aller sur Internet, je ne vous demande pas de taper sur le portable pour vérifier si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas la peine. Posez-vous simplement la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et vous allez vous apercevoir qu'un certain nombre de fois, ça va vous paraître une évidence, vous allez dire, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien là, en temps normal, vous auriez fait avoir et vous commencez à avoir l'esprit d'intelligence économique. Vous commencez à être saisi par ce qu'on appelle, nous, le doute constructif. Le doute constructif, ce n'est pas de rejeter tout en bloc. Le doute constructif, c'est d'identifier le mieux qu'on peut, avec nos moyens, ce qui est probable ou plausible ou vrai. Enfin, la vérité, ce n'est pas facile, hein. Elle est toujours un peu subliminale. Hein. Ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, parce que visiblement, c'est faux. Je vais donner un exemple. Vous ne l'avez pas bien connu, ça, parce que c'était bien longtemps, mais c'est emblématique. Quand les Américains ont décidé, parce qu'aujourd'hui on enterre le président Chirac, quand le président Chirac a refusé de faire la guerre en Irak, il savait, parce que les services de renseignement lui avaient dit, je suis bien placé pour en parler, qu'il n'y avait pas de bombe atomique en Irak, que c'était un montage des Américains pour justifier une guerre pétrolière, parce que la guerre en Irak, ça n'a jamais été pour renverser Saddam Hussein, c'était parce que les Américains étaient convaincus à l'époque que l'Arabie saoudite allait exploser du fait des tensions internes de tous les côtés et qu'il fallait trouver une nouvelle plateforme pétrolière parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'autosuffisance pétrolière qu'ils ont maintenant grâce au gaz de schiste. Donc, à l'époque, ils ont dit on va faire la guerre. Mais on ne peut pas faire une guerre normalement, où que ce soit dans le monde, si elle n'est pas juste. Aujourd'hui, à cause des médias, à cause de tout ça, il faut une guerre juste. Donc, il a fallu charger la mule sur Saddam Hussein en disant c'est un salaud, ce qui était vrai, hein, c'est un salaud, c'est un horrible type, il tue tout le monde, enfin bref, des horreurs. Entre parenthèses, on peut trouver des horreurs comme ça pratiquement sur 50% des dirigeants mondiaux, mais enfin bon, peu importe. Enfin là, on l'a tellement chargé, mais il y a un truc pour vous montrer ce que c'est où vous devez avoir le doute, parce que celle-là, elle est énorme. C'est que ils ont dit Saddam Hussein soutient Al-Qaïda, donc les terroristes d'Al-Qaïda. Or, Saddam Hussein, il était laïque. C'était un des 2 seuls pays du Moyen-Orient où les femmes n'étaient pas voilées, où toutes les religions étaient pratiquées et aucune n'était poursuivie. Donc, comment un type qui est laïque, profondément laïque, hein, après il a été touché par la grâce mahométane, puisque quand ils l'ont pendu, il avait le Coran à la main. Mais à l'époque où il était le chef, il était totalement laïque. Et il préservait toutes les religions. Donc comment a-t-on pu faire croire au monde entier que ce type était un suppôt d'Al-Qaïda? C'est une manipulation d'informations. Là, on est en plein dans ce que je vous dis, c'est de la fake news. Fake news crue par tout le monde. Alors sur la bombe atomique aussi, on en a raconté, on a dit que il savait faire la bombe atomique, on savait tous que c'était faux. Mais l'autre jour, j'étais aux États-Unis, dans le Wyoming, et j'ai eu, dans une réunion, et j'ai eu la stupéfaction d'entendre des Américains, pourtant des gens importants au point de vue politique local, qui m'ont dit « Heureusement qu'on a fait la guerre à Saddam Hussein, il allait utiliser la bombe atomique. »
Et les bras m'en sont tombés. J'ai dit 20 ans après, ils n'ont toujours pas compris que c'était une fake news lancée par leur propre pays pour nous faire croire qu'il fallait faire la guerre. Vous voyez? Mais il aurait suffi qu'on regarde un petit peu pour dire c'est pas possible. Ce que d'ailleurs certains ont fait, fort heureusement, dont les Français. Je vous raconte tout ça parce que, je ne veux pas être trop long bien sûr, mais pour vous dire que derrière, un dernier point quand même, je ne veux pas oublier sur le processus, c'est que une fois que vous avez fait la synthèse, je vous ai dit, vous l'envoyez aux décideurs. En réalité, la synthèse, vous l'envoyez à tous ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que la diffusion de l'information, du renseignement, puisque nous on dit, dans notre jargon, on dit au départ, il y a des données, des datas. Ces datas, une fois qu'on les a récupérées et qu'on a regardé si elles ne sont pas tordues, ce sont des informations, et une fois qu'on en a fait la synthèse, c'est un renseignement. Pour nous, c'est ça la logique. Bon, eh bien, ces renseignements, il faut qu'ils arrivent à tous ceux qui en ont besoin. On ne peut pas se contenter d'envoyer à un seul. Il faut que tous ceux qui ont l'utilité d'utiliser ce renseignement puissent l'avoir en temps utile. Donc le problème de la diffusion est devenu quelque chose d'important, d'autant plus important que nous sommes dans une compétition dans laquelle l'autre en face, il pratique la même chose que nous. Ce que je viens de vous dire là, les Chinois, ils le pratiquent aussi, les Américains aussi, les Russes aussi, et les gars du Zimbabwe aussi. Soit parce qu'on leur a appris, soit parce qu'on l'a appris tout seul. Mais ils le font. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit, en plus, on est dans une course de vitesse. Il faut qu'on amène la bonne information, le bon renseignement, le plus vite possible à celui qui va pouvoir l'utiliser, pour qu'il ait un avantage concurrentiel. Alors, j'ai parlé de tout ça, mais je voudrais maintenant vous dire deux mots sur deux éléments qui me paraissent très importants, qu'il faut intégrer à cette réflexion auquel on ne pense pas. Par là, je vous parlais de la prospective. Le deuxième, c'est l'environnement. Je suis frappé de voir comme les gens ne regardent pas l'environnement, n'étudient pas l'environnement de leur cible, de leur marché, de leurs concurrents, parce que ça apporte beaucoup d'explications ou beaucoup de réponses. Si vous étudiez l'environnement, si vous étudiez l'histoire, parce que ça fait aussi partie, si vous étudiez la culture, c'est le troisième volet, si vous voulez, l'environnement, la culture et l'histoire, si vous étudiez ça, vous pouvez comprendre des choses importantes. Personne ne comprend l'affaire ukrainienne, par exemple, si vous regardez l'affaire ukrainienne. C'est très intéressant. Parce que pourquoi il y a une partie de l'Ukraine qui est basculée du côté russe et pourquoi une partie a basculé du côté occidental? Reprenez l'histoire. En 1940, en 1942, quand les Allemands ont envahi les plaines de l'Est, quand ils sont arrivés en Ukraine, les Tatars d'Ukraine, c'était une partie de l'Ukraine, a basculé du côté nazi. Ils sont devenus pro-allemands. Et ils sont enrôlés dans l'armée allemande. Pour ceux qui connaissent l'histoire de France de la Deuxième Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane, le massacre d'Oradour-sur-Glane, a été fait par la division allemande Das Reich, qui était une division ukrainienne. Ils venaient de Pamiers, où ils étaient basés, ils remontaient sur la Normandie, ils perdaient un type au kilomètre, et à un moment, ils ont été tellement énervés de voir qu'ils se faisaient tuer un type au kilomètre par les maquisards, qu'ils ont fait flamber Oradour-sur-Glane. C'était des Ukrainiens. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Évidemment, quand ils ont pris le contrôle de l'Ukraine, quand ils ont battu, avec nous, ils ont battu les Allemands. Tous les Tatars ont été renvoyés, casser les cailloux dans les goulags. Ça, c'est clair. La population, toute une partie de la population a été exfiltrée vers des zones pas très agréables pour les punir. Mais dans le même temps, la partie nord de l'Ukraine, elle a formé les premières unités de partisans russes. C'est-à-dire, le maréchal Zhoukov et d'autres, et Fedorov, le colonel Fedorov, ont écrit des livres là-dessus. Les premières résistances à l'armée allemande qu'on ait connues en Europe, ça a été les partisans d'Ukraine. Ça a été des populations agricoles de l'Ukraine côté russe,
qui se sont battus pour empêcher l'armée allemande d'avancer. Et dans la bataille de Stalingrad, si vous lisez l'histoire de Stalingrad, vous verrez que les lignes d'approvisionnement allemandes ont été coupées au niveau de l'Ukraine. Et ce qui a abouti à la chute du maréchal von Paulus avec toute son armée à Stalingrad. Donc, ça veut dire quoi? Ensuite, après la guerre, d'abord, au bout d'un certain temps, les Tatars ont pu rentrer en Ukraine. Et il est resté donc dans l'Ukraine deux tendances, ceux du Nord qui étaient pour la Russie, ceux du Sud qui avaient été pour les Allemands et qui en voulaient évidemment aux Russes, puisque non seulement ils avaient été battus, mais ils avaient été cassés des cailloux. Donc, quand on a eu l'affaire d'Ukraine, évidemment, si vous regardez ce qui se passe avec le Donbass et le reste, reprenez l'histoire de 40 à 45 et vous allez tout comprendre. Ce que je regrette, c'est que ce que je vous dis là, bien sûr, les professionnels du renseignement, eux, ils le savent. Mais personne n'en parle dans les journaux ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas l'histoire. On n'a pas intégré l'histoire dans la réflexion. La Crimée, elle ne faisait pas partie de l'Ukraine. C'est Khrouchtchev, un soir de beuverie, Dieu sait s'il buvait souvent, un soir où il était ivre-mort de vodka, qui n'ayant plus rien à parier avec un de ses collaborateurs qui était le gouverneur de l'Ukraine, lui a dit « Si je perds, je te donne la Crimée ». Et 1 heure plus tard, il avait perdu au poker et il a donné la Crimée à l'Ukraine. Après, allez expliquer aujourd'hui aux gens de Crimée, qui sont des purs Ukrainiens, mais ils vont vous dire « Pas du tout, on est russe depuis toujours ». Et d'autant plus que si vous remontez l'histoire à Catherine II, à la grande Catherine, l'impératrice de Russie, vous apercevez qu'elle s'est battue contre les Turcs pour la Russie sur le territoire de Crimée. Donc vous voyez, alors moi je ne suis pas en train de vous dire, je suis en train d'essayer de vous donner des clés. Moi je ne vous dis pas que j'approuve ou je désapprouve. Moi je fais de l'intelligence économique, je n'ai pas d'opinion. Moi mon boulot, c'est d'analyser le plus froidement possible toutes les informations qui m'arrivent et d'en sortir à ce moment-là une synthèse la plus objective possible que je donne à mon chef. Et lui, il fait de la stratégie. Lui, il a ses partis pris. Lui, il a ses forces et ses faiblesses. Et lui, il va décider ce qu'il veut. Ce qu'il décidera sera bien, puisque c'est lui qui doit décider. Moi, je lui ai amené les éléments pour prendre une décision. Et croyez-moi, ce que je vous dis là est très important, parce que en intelligence économique, le drame de beaucoup, c'est qu'on veut toujours faire plaisir à son chef, ne serait-ce que pour se faire bien voir et avoir des promotions. Et en conséquence, on a une fâcheuse tendance à tordre la réalité dans le sens souhaité par le chef. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Irak. Le patron de la CIA, Tenet, George Tenet, l'a très bien expliqué dans son livre, On the Storm, où il a expliqué que, oui, ils ont donné de fausses informations parce qu'il fallait que le chef, en l'occurrence Bush, le président Bush, fils, ait les éléments qui lui permettaient de convaincre, l'ONU. Manipulation de l'information. Eh bien, si vous, qui êtes le chercheur, qui faites de l'intelligence économique, vous manipulez l'information, c'est la catastrophe. Parce qu'on ne sait plus à quoi se référer. Et votre patron ne pourra plus avoir la certitude que ce qu'on lui a donné, c'est l'approche la plus réaliste de la pratique. Donc, le problème, c'est qu'il faut prendre donc l'homme ou la femme qui pratique, et Dieu sait s'il y en a de remarquables. Regardez maintenant la femme qui est la patronne de la CIA, qui est une femme analyste absolument remarquable, qui pour ceux, je ne sais pas si vous avez vu le film sur l'affaire, c'était sur l'affaire Bin Laden, l'attaque de Bin Laden, c'est elle, je vous le signale tout de suite, c'est elle qui était une analyste qui est dans le film. Et c'est pour ça qu'elle a été récompensée, et c'est très juste, parce que c'est elle qui a monté toute la chasse à Ben Laden et qui a réussi à le faire prendre. Donc elle est très forte. C'est une remarquable analyste, mais elle est froide comme un glaçon. Non, je ne parle pas à titre personnel, je parle au niveau de l'analyse. Gina Harvey, elle est glaciale. N'empêche que, avec le président Trump,
elle est une des seules actuellement qui survivent. Pourquoi? Parce que Trump, avec son caractère, il sait qu'elle, ça ne sera pas dans un sens ou dans un autre, ce sera tout droit. Et lui, ça lui rend bien service, parce que lui, dans sa stratégie, eh bien, il a besoin d'avoir des points forts sur lesquels il peut s'appuyer. Entre parenthèses, j'en profite pour vous dire ça, mais c'est aussi de l'intelligence économique appliquée. Je suis toujours effaré de voir comment, en France, on a une tendance à ramener les présidents des États-Unis au niveau d'imbéciles fiefés. Moi, je me souviens à une époque, c'était Reagan. Reagan est celui qui a réussi à faire tomber la Russie soviétique, l'Empire soviétique. On le prenait pour un cow-boy on le traitait de cow-boy de série B dans les grands journaux français. N'empêche que c'est lui, le pape certes a joué un rôle, enfin celui qui a fait tomber l'Union soviétique en l'entraînant dans des dépenses militaires démentielles, ça a été Reagan. Bon, Trump, on dit aussi que c'est un parfait abruti. Ce qu'on n'a jamais compris, on a vu voir, c'est que Trump, avant son élection, a toujours dit la même chose, contrairement à ce qu'on raconte. Il a dit notre ennemi, c'est la Chine. Pourquoi? Parce vers 2050, un peu avant 2050, la Chine, si on la laisse faire, sera la première puissance mondiale dans tous les domaines. Et moi, Américain, je veux qu'on continue à être la première puissance mondiale. Donc mon objectif, c'est par tous les moyens de freiner la Chine. Ça, c'est la stratégie de Trump. Et il dit, pour y arriver, j'ai besoin de l'appui de tout le monde. J'ai besoin de l'appui des Européens, j'ai besoin de l'appui des Russes, j'ai besoin de l'appui de tout le monde. Et il s'est opposé, en développant cette stratégie, il s'est opposé aux démocrates, parce que les démocrates, eux, ont considéré depuis toujours, se sont construits un ennemi, comme dirait Pierre Conessa, ils se sont construits un ennemi qui est la Russie, parce que c'est un ennemi facile. Et qu'avec la Chine, par contre, on fait beaucoup d'affaires. Entre parenthèses, budget militaire, vous savez tout ça, puisque vous parlez de défense, budget militaire des États-Unis, 700 milliards de dollars, budget de la Chine, 220-230 milliards de dollars, le troisième, l'Arabie saoudite, qui brille au Yémen et ailleurs, pratiquement 90 milliards de dollars, quatrième, la Russie, 60 milliards de dollars, 65 milliards de dollars, et nous à 40 après, avec les Anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut nous faire croire qu'un ennemi qui dépense 65 milliards de dollars dans la guerre est capable de battre ou de menacer quelqu'un qui en dépense 700. Ça ne vous gêne pas, vous, sur le plan du raisonnement? Ça aussi, c'est l'intelligence économique appliquée. Se poser les vraies questions. Alors, disons pas d'idéologie. Et en France, et je vais terminer là-dessus parce que je vais pouvoir répondre à vos questions, ne tombez pas dans le piège de la pensée unique. Nous sommes, après les Américains, parce que les Américains ont toujours 10 ans d'avance, donc si vous voulez savoir ce qui se passera en France dans 10 ans, regardez ce qui se passe aux États-Unis, à tous les coups ça marche. Attention à la pensée unique. Nous sommes dans un monde dans lequel, chez nous, on s'est forgé un certain nombre d'idées, et malheur à celui qui ne pense pas dans le cadre de ces idées. Malheur à celui qui a une idée différente. Alors vous me direz, si vous voulez briller en société, si vous voulez discuter, soyez dans la pensée unique, ce n'est pas un problème. Mais si vous faites de l'intelligence économique et que vous avez le malheur de tomber dans le cadre de la pensée unique, vous allez complètement vous fourvoyer. Parce que vous allez passer à côté d'un certain nombre de vérités que vous n'accepterez pas parce qu'elles sont refusées par la pensée unique. Et à partir de ce moment-là, eh bien évidemment, vous aurez tout faux. Donc, je vous redis, parce que pour moi c'est vraiment essentiel, l'intelligence économique, la pratique de l'intelligence économique, ça suppose la neutralité dans l'analyse et dans le jugement. Ça suppose donc le refus de toute idéologie, quelle qu'elle soit, d'un côté ou d'un autre, peu importe. On ne doit pas, et c'est très difficile de quitter les idéologies dans lesquelles nous baignons depuis toujours, parce que tous, on a été dans un cadre familial, environnemental, scolaire, universitaire ou autre,
qui nous a mis dans un système. Et il faut justement qu'on arrive à sortir, à faire un pas en arrière pour être en dehors. Et si vous arrivez à ça, alors je peux vous assurer que vous serez excellent en intelligence économique, ce qui aura un avantage, même si vous n'êtes pas pratiquant de l'intelligence économique. Vous aurez un avantage parce que par rapport aux autres, vous comprendrez avant eux ce qu'est le dessous des cartes dont je parlais au début. Et si vous êtes capable de décoder le dessous des cartes, vous êtes en train de faire la course en tête. Maintenant, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Je pense qu'il y a certainement des questions, donc n'hésitez pas à lever la main là-bas. Ouais. Bonsoir, merci pour cette conférence. Oui, donc je suis d'accord avec vous que l'information, c'est le pouvoir. Simplement, qu'est-ce qu'on doit faire quand votre supérieur n'a pas envie d'être informé et qu'il n'a pas envie de faire de la prospective? Je vous prends juste un exemple récent. Un ancien, pas si ancien que ça, directeur technique de la DGSE, me dit que le radar grave de surveillance de l'espace, ça ne sert à rien, il ne faut pas le moderniser, on peut faire mieux avec, et qu'on peut se reposer sur les Américains. Je ne suis pas d'accord avec lui, il s'énerve, il me dit, bon bah, essayez-moi de me convaincre de l'intérêt militaire et économique du radar grave en 2 pages. Je lui envoie 2 pages, donc je compresse ça, enfin c'est le piège, un sujet comme ça en 2 pages. 25 notes de bas de page, pas de réponse. J'ai jamais eu de réponse jusqu'à présent. Pareil, Philippe Aliès, donc conseiller quand même du pôle cyber. Vous parliez des deepfakes, bon, on peut très bien en faire avec une licence Python et le code est en open source sur GitHub. Je lui dis que ça, il n'y a pas de souci, on peut prendre un petit ordi dans une manif, on fait un deepfake avec un réseau de neurones bien entraîné, ça peut se faire et on peut créer des problèmes avec ça. Enfin, vous voyez pas, parce que ils n'ont, moi je suis désolé, ce que j'observe, c'est qu'ils n'ont pas envie, tous ces gens-là, de se remettre en question. Du coup, comment on fait pour virer ces gens-là qui traînent leur idéologie et leur incompétence d'administration en administration? Parce que là, il y a un vrai problème. Ces gens-là font du blocage, ils ne sont pas compétents, ils ont des mauvais résultats économiques depuis 50 ans, ils sont à la traîne comparativement à la majorité des autres pays qui sont les leaders mondiaux. Donc, on y va comment? Quelle est la méthode? Alors, en vous entendant, avant qu'on parle du service, mais avant, qu'en vous entendant, moi j'ai eu tendance à vous dire, quand vous avez quelqu'un qui est un dirigeant et qui vous dit non, non, moi ça ne m'intéresse pas, c'est idiot, ça ne sert à rien, je pense qu'il y a 2 solutions. Soit vous dites, il est temps que je change de boîte, hein, parce qu'on va couler, hein, ou alors je reste et j'attends qu'il y ait effectivement quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est les deux seules options possibles. Hein. Ça me rappelle, votre histoire me rappelle, je vous la cite, hein, ça me rappelle Saint-Gobain. Je vous cite parce que c'est un cas emblématique. Saint-Gobain, un jour, nous demande de faire une intervention auprès du comité exécutif sur les systèmes d'information, les attaques, la sécurité et autres. Donc on leur fait un topo sur tout ce qui pouvait se passer, assez noir, je reconnais. Hein, et le patron de Saint-Gobain nous dit c'est intéressant ce que vous avez dit, mais c'est réservé à la défense. Nous, jamais ça nous arrivera. Il dit, vous savez, monsieur, dans la concurrence mondiale, ce que vous faites intéresse autant de gens que la défense. Vous avez plein de concurrents dans le monde. Ah mais non, c'est pas pour nous. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dans l'affaire WannaCry et Petya, c'est-à-dire 2 virus qui ont été envoyés par Kozybir, par un groupe de hackers russes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'avaient rien préparé, ils n'étaient pas préparés du tout, hein, eh bien, ils ont eu toutes leurs usines arrêtées pendant plus de 8 jours. Ils ont eu leur siège social avec toute la facturation bloquée pendant plus d'1 mois. Donc les pertes sont abyssales. Ça chiffre en centaines de millions d'euros. Hein, là, on n'est pas dans les petits chiffres. Hein. Bon. Et quand évidemment, quand c'est arrivé, on leur a dit, on vous avait prévenu qu'il fallait faire attention. Et la réponse a été, enfin, c'était impensable qu'ils viennent nous attaquer, nous. Donc le déni de réalité, c'est effectivement un problème général dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de services aussi. Hein. Alors après, il y a un deuxième volet. C'est le problème de l'adaptation à la réalité, dans ce que vous avez évoqué.
c'est vrai que souvent, les gens ne veulent pas changer un modèle qu'ils connaissent bien et qu'ils maîtrisent, parce qu'ils ont l'impression qu'en changeant l'ensemble, ils vont perdre leur point de repère et qu'après, ça peut être dangereux pour eux. Ça peut être dangereux pour eux et ça peut mettre aussi le système en déséquilibre. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, il est indiscutable que quand vous lisez la déclaration, par exemple, du patron, là, je vais rentrer dans les détails techniques, mais la déclaration du patron actuel anglais des services de renseignement, enfin du coordinateur des services de renseignement, il vient d'expliquer maintenant ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le système de recherche du renseignement était changé à 180 degrés par rapport à il y a 10-15 ans. Bon. Donc, lui, il a reconnu. Les Américains, ça maintenant c'est fait, hein, ils ont complètement changé de cap, y compris la NSA, hein, ils ont vraiment changé de cap. Alors en plus, Snowden les a encouragés à changer parce qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait des problèmes de référence avec ce qui avait été dit à l'époque. Mais ce qui est frappant, c'est que dans d'autres pays, on a encore beaucoup de mal à vouloir changer. Donc, je suis d'accord avec vous, hein, mais parce que ce sont des responsables qui ne veulent pas changer. Et là, le problème, c'est qu'il faut que... Alors, quand c'est des entreprises, ce sont les actionnaires qui doivent prendre conscience. Quand c'est l'État, ce doit être des ministres qui doivent, à un moment donné, dire « Hey, il faut qu'on bouge, et je vous donne l'ordre de bouger ». Mais si effectivement, il n'y a pas cette pression, eh bien, les gens ne bougent pas. Vous savez, c'est l'histoire de Carlos Ghosn, hein, avec son histoire d'espionnage, hein. Bon, c'est fascinant, cette histoire de... Non, après, il y a eu toutes les histoires que vous connaissez, bon. Mais sur lesquelles il y a beaucoup à dire, parce que la vérité n'est pas exactement ce qu'on a raconté. Mais dans l'affaire de faux espions chez Renault, ce qui était fascinant, c'est que personne ne remettait en cause ce qui était dit, parce que les gens disaient « le patron de la sécurité est un copain du président ». Donc on ne va pas aller contre ce que dit le patron de la sécurité. Et toute la chaîne de décisionnaires disait oui à un truc qui était manifestement impossible. Ça a amené un jour Carlos Ghosn à la télévision pour dire oui, on a identifié des espions chez nous, alors qu'il n'y en avait pas un seul. Pas un seul. Et qu'il y avait eu 7 personnes qui avaient été virées sans motif, hein, par la direction de l'entreprise pour des accusations d'espionnage qui n'existaient pas. Et pourtant, pour des professionnels, c'est moi qui fais l'enquête, je peux vous en parler, hein, pour des professionnels comme moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu Ghosn la première fois, je lui ai dit « Monsieur, je sais que c'est faux, je vais vous trouver pourquoi ». Et ça n'a pas loupé. Seulement, il faut avoir l'œil ouvert. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. C'est l'histoire des vieux singes, vous savez. Là, ça fait partie de mon patrimoine, les vieux singes. Voilà. Autre Merci. question? Bonsoir. Donc vous faites un dessin qui est peu reluisant et tout comme le fait actuellement la chaîne YouTube Thinkerview dans laquelle vous avez intervenu il y a à peu près un an et qui récemment s'est intéressé au cas d'Alstom avec l'interview de Frédéric Pierucci. Oui. Et en fait, je vais me permettre d'être d'être impertinent tout comme la chaîne YouTube et essayer de comprendre d'où vient le problème. Est-ce que ça vient c'est pour reprendre un peu la question, des décideurs, des chefs politiques qui, comme le dirait Monsieur Kalinou, des couilles molles. Et est-ce que Emmanuel Macron ferait partie de ces personnes-là? Ou est-ce que c'est à cause de nos fonctionnaires payés par nos impôts qui arrivent à se faire localiser en Irak par une application running, donc des agents de la DGSE qui ont été repérés via cette application? Merci. Oui, alors ça, c'est des choses différentes. Là, vous faites un petit amalgame, un peu, c'est ça, hein. Bon. Moi, je vous répondrai d'abord sur l'affaire Alstom, hein, puisque vous parlez de Frédéric Pierucci, hein, qui était un cadre, pour ceux qui ne se connaissent pas l'affaire, c'était un cadre, qui était vice-président d'Alstom en charge de l'Indonésie. Il a été arrêté en escale aux États-Unis par les Américains, qui lui ont dit « Vous avez participé à une opération de corruption pour un contrat en Indonésie, donc on vous met en prison ». Et Pierucci, bien sûr, il a dit c'est pas vrai. Donc ils l'ont mis en prison. À ce moment-là, ils lui ont montré ça d'interception par la NSC de tous les messages entre le siège et l'Indonésie sur 4 ans, quand même.
Hein, et ils l'ont dit, vous voyez, vous les pouvez regarder les échanges, c'est clair que vous avez corrompu. Bon, lui, il n'a pas voulu céder, il a dit non, je ne parlerai pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, parce que les prisons américaines durent, il était au régime dur, les prisons américaines, c'est pas la Franche-Gaieté, et au bout de 6 mois, il n'avait pas de nouvelles de la France, la direction d'Alstom ne voulait pas s'occuper de lui, et donc là, il a dit, les Américains lui ont dit, c'est facile, vous plaidez coupable, et vous risquez 10 ans de prison, vous plaidez, et vous ne voulez pas reconnaître votre culpabilité, c'est 99 ans. Évidemment, quand vous êtes depuis 6 mois en tôle, c'est un peu long, donc vous vous posez des questions. Donc il a dit, je vais plaider coupable. Et à ce moment-là, la direction d'Alstom à Paris, avec grande délicatesse, l'a licencié pour absence à son poste. Je vous laisse penser ce que je peux penser du patron de cette entreprise qui a signé une décision pareille. Abandonner un de ces hommes en race campagne alors qu'il paye pour une décision collective de l'entreprise, bon, excusez-moi, mais moi qui suis un vieux soldat, ce n'est pas des trucs qu'on fait. Moi, dans l'unité où j'étais, on ramène les blessés. Alors là, quelles que soient les pertes. Bon, donc, ça, si vous voulez, cette affaire Alstom, en réalité, derrière l'affaire Alstom, en réalité, c'est quoi? C'est un type qui est utilisé par les Américains comme appât, et qu'on pressure au maximum, dans le but, parce que c'était ça l'opération, de racheter une partie d'Alstom, qui est la partie dans laquelle Alstom est leader mondial. C'était les turbines, un certain type de turbines. Les Américains de General Electric étaient premiers dans tous les types de turbines, sauf un, qui était détenu par Alstom. Et l'opération a consisté à dire à Alstom, je vous rachète la branche turbine sur laquelle vous êtes leader mondial. Bon. Et la direction d'Alstom et les actionnaires ont accepté l'opération, ce qui évidemment peut poser un certain nombre de problèmes. Je n'irai pas trop dans les détails, mais pose un certain nombre de problèmes parce qu'on a sacrifié en définitive pour le bien-être de ces gens-là, parce que tous ces gens-là, on les avait prévenus, s'ils allaient aux États-Unis, ils pouvaient être arrêtés pour corruption, administrateurs et dirigeants. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est la carte forcée. Voilà. Et ils ont décidé de vendre cette partie-là. Et mais dans le fond, moi, je n'en veux pas aux gens d'Alstom pour ça. Moi, où je leur en veux, c'est dans la négociation dans laquelle ils se sont tous blanchis contre cette partie-là. Ils n'ont pas inclus Frédéric Pierucci, qui a dû rester en prison, mais même repartir après en prison pendant 1 an, pour terminer sa peine. Alors ça, je trouve ça absolument scandaleux, je le dis comme je le pense. Et je trouve que des gens qui font des choses comme ça, c'est indigne. Quand on est patron, c'est clair. Après, sur les fautes de sécurité, par exemple, les gens qui se baladent avec des montres Apple et à travers des applications, on peut surveiller grâce à la montre Apple où ils courent et on peut définir comme ça des espaces secrets et autres. Bon, évidemment, ça montre que même dans les services, eh bien, on ne maîtrise pas suffisamment un certain nombre de technologies. Moi, je vais vous dire, je suis parti de cabinet d'avocat d'affaires. Bon, aujourd'hui, dans les négociations très pointues, quand on est vraiment sur des négociations de rachat ou de vente de sociétés les plus pointues, première chose, tout le monde laisse. Avant, on enlevait la pile de son portable, on rentrait en séance et chacun, devant tous les autres, ouvrait son portable et enlevait la pile. Comme c'est plus possible avec l'iPhone et des choses comme ça, eh bien maintenant, tout le monde laisse son portable en dehors de la salle de réunion, de manière à ce qu'on ne puisse pas recevoir des messages, qu'on ne puisse pas écouter les autres. Puisque vous savez maintenant qu'avec un petit truc très simple, on peut faire marcher un portable, même éteint, pour qu'il serve de haut-parleur dans une salle de réunion. C'est l'enfance de l'art. Beaucoup de gens le pratiquent d'ailleurs très couramment. Il suffit d'avoir votre numéro de téléphone, de vous appeler et que vous répondiez. Et puis ça déclenche à ce moment-là un petit système qui fait que vous devenez haut-parleur pour les autres. Donc, mais ça, il faut l'apprendre. Une fois qu'on le sait, une fois qu'on a, si vous voulez, et je crois que c'est ça, il faut qu'on comprenne. Là, on revient dans les problèmes de sécurité. Il faut que chacun ait conscience qu'on est dans un monde extrêmement complexe,
dans lequel l'information, tous les types d'informations fonctionnent grâce aux interconnexions, et donc il faut apprendre à faire très attention. Ben Laden, il s'est fait prendre, pourtant il n'utilisait plus de téléphone. Avec le nombre de chefs terroristes qui sont fait tuer par un prédateur là, qui a tiré une roquette, et la roquette, elle n'est pas visée le type, elle visait son téléphone. Le type, il parle au téléphone, il se prend une roquette qui a été tirée à 5000 mètres. Bon, il ne l'a pas vu évidemment venir et il est mort. Il y en a des centaines actuellement de responsables terroristes qui ont été tués comme ça. Bon, Ben Laden, il était malin, il avait compris. Il n'utilisait pas le portable. Il utilisait les pigeons voyageurs. Et il utilisait les courriers, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui venaient le voir pour bon. Et il s'est fait avoir pour une bêtise, parce qu'en définitive, il s'est fait avoir pour une histoire de prélèvement sanguin, car c'est ça en définitive. Ils ont fait une grande enquête. C'était une histoire un bidon, mais ils ont monté une enquête sanitaire en laquelle on avait besoin de prendre le sang des gens pour lutter contre les virus et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont repéré la maison et qu'il était dedans. Parce que le sang, ça, ils avaient une trace de sang à la CIA et ils savaient que ce sang-là, c'était le sien. Bonsoir, Monsieur Juillet. Oui. Je suis ici. J'ai une petite question concernant justement la même interview avec Thinkerview, concernant l'échec en fait de l'instauration de l'intelligence économique au sein de la DGSE. Je voudrais savoir en fait un peu les raisons, si vous pouviez les expliquer. Et puis j'ai une seconde question également sur l'ADIT. Oui. Donc l'ADIT, qui est quand même l'agence de diffusion de l'information technologique spécialisée en intelligence économique et conformité également. Pourquoi il y a eu un rachat, là, parce que c'est très récent, et pourquoi en fait il y a des fonds privés français qui sont présents dans une entreprise aussi stratégique que celle-ci, où d'anciens membres des services de renseignement, dont des directeurs d'opération de la DGSE, sont encore présents. Oui. Merci. Bon alors, donc il y a sur le plan d'abord sur Thinkerview là, c'était sur quoi déjà vous disiez Sur l'échec en fait de votre rôle au sein de la DGSE. Alors, en réalité, si vous voulez, quand le président Chirac et puis Jean-Pierre Raffarin m'ont nommé à la DGSE, parce qu'on est nommé en Conseil des ministres, ces postes-là, l'instruction que j'avais, c'était de mettre en place l'intelligence économique au niveau de la DGSE, parce qu'on était insuffisamment fort au niveau économique par rapport à d'autres pays. On venait de perdre GEM+, à l'époque, ça ne vous dira rien, mais on venait de perdre GEM+. On avait d'autres affaires qui étaient très, très difficiles, et les politiques étaient furieux en disant « c'est pas possible que chaque fois on se fasse avoir ». Donc pourquoi on se fait avoir? C'est qu'on est mal informé, donc on va monter de l'économie. Et donc moi j'ai été nommé pour ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait deux blocages. Il y avait un blocage des instances supérieures de la DGSE qui disait mais on n'est pas là pour faire de l'économique à l'époque. Bon. Mais il y avait aussi, ça c'était plus compliqué, les collaborateurs qui me disaient on va quand même pas donner à des entreprises privées des informations qu'on a obtenues à travers l'État. On ne va pas leur faire gagner de l'argent grâce à l'État. Ce à quoi moi je répondais, si les entreprises ne gagnent pas d'argent, elles ne paieront pas d'impôts. Si elles ne payent pas d'impôts, vous ne serez plus là. Parce que c'est la réalité. Donc il y avait un problème. Et au bout d'un certain temps, on est arrivé à la conclusion qu'on n'y arriverait pas véritablement. Et à ce moment-là, il a été imaginé l'idée de créer un service d'intelligence économique au secrétaire général de la Défense nationale, donc de sortir de la DGSE et de faire une tentative à l'extérieur. À l'époque, c'était Alliot Marie qui était la ministre de la Défense. Bon, et on m'a dit, tu pars là-bas et tu vas monter un service complet. Donc j'ai eu une aventure extraordinaire parce que c'est rarissime dans la fonction publique française. Je me suis retrouvé tout seul dans un bureau avec un téléphone, certes crypté, et rien d'autre. Pas de budget, rien du tout. Et on m'a dit, débrouille-toi. Intéressant quand même. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en définitive, on est arrivé à avoir très vite beaucoup d'informations sur les entreprises, parce qu'on a créé un courant d'échange
entre mon service et les entreprises, en leur donnant, nous, des renseignements que nous ne donnaient pas les services, ils ne voulaient pas les donner, hein, mais que nous, on récupérait par différentes voies, on leur donnait des informations, à charge eux de nous en donner d'autres. Et je me vante un peu, si vous voulez, mais c'est que quand on a fait ça, entre 2000, pas la première année, mais entre 2004 et 2009, pratiquement toutes les affaires qui sont sorties dans la presse, on avait prévenu l'État en disant « Attention, il y a un risque, il y a un problème qui se passe là ». Mais je dois dire, là, puisque tout à l'heure on parlait de la DGSE, je dois dire que j'ai été aidé beaucoup plus dans mes recherches par le service d'enquête des douanes, qui est tout à fait remarquable. Hein. J'ai été aidé aussi par les services de la police nationale. Hein. Mais je n'ai pas beaucoup été aidé par ma maison mère. Moi, c'est normal, hein. Ça fait partie du jeu. Et maintenant c'est vrai qu'une des questions qui se pose, c'est toujours là une question qui se pose, hein, c'est de se dire où faut-il placer l'intelligence économique? Est-ce qu'on doit en faire un petit service de renseignement ou est-ce qu'il faut que les grands services prennent l'intelligence économique dans leur escarcelle? Et aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la DGSE, comme au niveau de la DCRI, je ne dis rien de secret parce que c'est des choses qui ont été dites dans la presse, hein, ils ont l'ambition, effectivement, maintenant, et c'est 10 ans après, hein, de développer l'intelligence économique. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, c'est le cœur de la bataille mondiale. Aujourd'hui, la guerre, elle est économique. Avant d'être militaire, elle est économique. C'est clair, partout. Donc c'est là où il faut aller, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui. Excusez-moi, juste avant de poser votre question, est-ce que vous pourriez vous lever, vous présenter? Comme ça, on vous voit, on comprend un peu la question. Merci. Oui, bonjour monsieur. Merci de cette intervention. J'avais une question. Vous avez parlé de Palantir tout à l'heure. Vous avez parlé aussi du fait qu'en France, on avait énormément de mathématiciens. On a des très bons algorithmiciens. On a également des bonnes compétences en génie logiciel. Le génie logiciel a l'intérêt d'être extrêmement efficace avec peu d'argent. Pourquoi est-ce que, ou comment expliquez-vous le fait qu'on ne soit pas aujourd'hui équipé d'un équivalent de Palantir et comment analysez-vous le fait que la DGSI travaille avec un outil comme Palantir aujourd'hui? La DGSI travaille avec Palantir parce que, comme ça a été expliqué, c'est comme Airbus et comme d'autres. Aujourd'hui, c'est le meilleur outil existant. Et quand on se dit Palantir, évidemment, il y a des dérivations qui doivent informer les services de renseignement américains, mais d'un autre côté, quand on fait la chasse aux terroristes, c'est pas dérangeant, je pense à la DCRI, c'est pas dérangeant que les Américains sachent ce qui se passe, puisque on travaille avec eux là-dessus. Hein? Donc, il y a des services dans lesquels ça ne pose aucun problème, ne pose aucun problème. Si vous voulez, l'utilisation, c'est pas dramatique. Enfin, la possibilité de récupération d'informations par d'autres n'est pas dramatique. Par contre, il est évident que Palantir pose un vrai problème, si vous voulez, parce que nous n'avons rien de comparable. On s'y attache actuellement à faire évoluer les choses, mais on n'a rien de comparable en Europe parce qu'on ne s'y est pas intéressé avant. Si vous voulez, Palantir, pendant 5 ans, même plus, presque 7 ans maintenant, 7 ans, hein, Palantir, ils ont bénéficié d'investissements très lourds de la DARPA, qui est l'équivalent de la DGA aux États-Unis. Ils ont bénéficié d'aides de l'État complémentaires, donc ils ont été financés par l'État dans des recherches très très importantes, parce qu'on partait de rien. Nous, chez nous, il n'y a eu aucun financement de ce genre. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est on a trouvé qu'en France, il y avait des start-up très performantes qui étaient capables de faire, chacune d'entre elles, des briques de Palantir. Et ce qu'on essaie aujourd'hui de faire, c'est de les agréger pour faire un petit Palantir, si vous voulez, en trouvant les moyens de liaison entre ces différentes start-up. C'est le grand projet sur lequel on travaille aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a pris un retard considérable. Considérable. Et c'est vrai que c'est frustrant quand vous voyez effectivement que des grands services français sont obligés de faire appel à des services, des sociétés dont on sait à l'évidence qu'ils sont contrôlés par les services de renseignement. C'est clair. Et c'est malheureux, mais malheureusement, c'est... Mais vous savez,
on a souvent, moi je suis très frappé par le fait que souvent nous ne voulons pas voir la réalité en face. Je vous le disais tout à l'heure. Regardez par exemple les messages cryptés, la messagerie cryptée. WhatsApp. Bon, WhatsApp est américain. Quand je vois le nombre de gens, y compris dans les ministères et même chez les ministres, qui utilisent WhatsApp parce qu'ils sont convaincus que personne ne peut entendre ce qu'ils disent, alors qu'ils oublient que la loi américaine dit que si vous utilisez quelque chose de crypté, vous devez donner le code à la NSA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que WhatsApp est écouté évidemment par la NSA. Évidemment. Donc il n'y a rien de secret sur WhatsApp pour les Américains. Par contre, pour les Chinois ou pour les Russes, c'est bon. Alors vous me direz de l'autre côté, il y a plein de gens qui utilisent Telegram. Alors Telegram, c'est russe. Il y a une loi en Russie qui dit que si vous utilisez un système crypté, vous devez le donner au FSB. Donc le FSB écoute tout ce que fait Telegram, tout ce qui passe sur Telegram. Donc vous, quand vous travaillez, si vous utilisez WhatsApp, c'est les Américains. Si vous utilisez Telegram, c'est les Russes. Comment faire? Eh bien, en fonction de ce que vous faites comme travail, à vous de choisir lequel vous écoutera et ça posera le moins de problèmes. Oui, alors vous me direz, maintenant il y en a d'autres qui arrivent. En France, il y a Scred, par exemple, Cred, qui est très intéressant, mais c'est encore ça démarre. Hein. Il n'a que 50 millions d'utilisateurs, mais ça monte en flèche parce que celui-là, il n'a pas de serveur. Et à partir du moment où il n'y a pas de serveur, on ne peut pas tout. C'est beaucoup plus difficile de contrôler. Enfin, ça, c'est un problème technique, c'est une autre histoire. On m'a dit d'envoyer les questions sur WhatsApp et de recevoir les réponses sur Telegram. Mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun trouve des trucs. Moi, je vous dirais que quand on fait des contrats, par exemple des avocats, hein, moi, selon les endroits, je leur dis, attendez, si en face on a des cabinets américains de négociation et autres, hein, je dis, utilisez Telegram. Mais comme Telegram est utilisé aussi, il faut casser. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'il faut passer par le téléphone, des éléments qu'il faut passer par Telegram ou par WhatsApp, et des éléments qu'il faut passer par Internet classique. À ce moment-là, en face, ils ne peuvent pas y arriver. Ils n'ont pas la capacité, dans des délais raisonnables, de croiser les trois. Là, vous êtes gagnant. L'heure tourne un peu, donc on va peut-être prendre... Une dernière question. Oui, une dernière question. Et puis ensuite, on se rejoindra dans le hall. Vous pourrez peut-être poser plus de questions. Si vous avez là, je vous verrai tout à l'heure, alors, parce que vous voulez poser une autre question. Oui. Elle est par là, alors. On a déjà... Attendez. Excusez-moi, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Juet. Adrien Ramati-Georges, étudiant EGE. Je me présente parce que vous êtes un peu notre paquebot brise-glace soviétique, donc merci pour ça. On arrive derrière vous et c'est beaucoup plus agréable. Notre question, ma question, c'est quels sont aujourd'hui les médias, les organisations ou les ONG françaises qui partagent de l'information qui est facilement vérifiable, vraie ou qui ont encore une éthique journalistique ou informationnelle. Merci. Bon, alors, d'abord, je vais vous citer un chiffre. C'était un député qui s'appelait Bernard Carayon qui avait fait un rapport sur l'intelligence économique très utile, qui a lancé après une fondation qui s'appelait Prometheus et dont le boulot était d'analyser les ONG pour voir, je dirais, les ONG honnêtes et les ONG achetées, c'est-à-dire dépendant d'un pays ou d'une entreprise. Il y a 5 ans de ça, la dernière publication qu'il a faite, il y avait 70% des ONG qui étaient sous contrôle d'État ou d'entreprise et 30% qui étaient des ONG honnêtes. Hein? Alors, je crois qu'il faut le garder en mémoire, ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dans l'influence. Tout le monde a compris qu'une ONG, c'était un des meilleurs moyens pour faire passer des idées au niveau du grand public, parce qu'une ONG, c'est propre, les gens sont gentils, il y a toutes les qualités. Hein, et ils jouent sur l'émotionnel. Bon, dans la réalité, on s'aperçoit que donc des sociétés ou des États utilisent ces ONG par-dessous pour effectivement attaquer des pays ou des entreprises ou autres. Hein, pour des raisons qui sont des raisons concurrentielles. C'est clair. Alors, vous dire quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, moi, ça m'est difficile, mais je suis... Vous voyez, mais pour vous montrer, en écologie, et Dieu sait s'il faut qu'on s'intéresse à l'écologie aujourd'hui. Hein, bon, je suis très frappé, moi, de voir qu'il y a quelques mois, 2 mois, 2 mois, je crois, ou 1 mois, en 2 mois plutôt, il y a eu une série d'ONG françaises qui ont porté plainte contre la France parce qu'elle n'en faisait pas assez au niveau de l'écologie. Bon.
je constate que la petite Danoise, hein, qui est inspirée, comme Jeanne d'Arc était inspirée par des voix, qui est inspirée par son père, hein, grand acteur sous l'Éternel, ce qui est vrai, hein, le père est un grand acteur, mais je pense que le père influence la fille, c'est pas possible autrement. Donc, elle a sorti la même chose. Ça commence à poser des questions. Pourquoi? Parce que la France est un des pays qui est le moins polluant au monde. Pourquoi? Parce que nous utilisons le nucléaire. Alors vous me direz, il y a d'autres risques avec le nucléaire. Il y a le risque, évidemment, des déchets radioactifs. Mais sur le plan de la pollution climatique, il est évident que nous sommes un des meilleurs candidats à être primés. On devrait au contraire être récompensés. Quand les Allemands, vous voyez, pour vous montrer un exemple, quand les Allemands, Madame Merkel, pour la dernière élection, l'avant-dernière, pour passer, elle a dit, il faut que je me récupère les écologistes. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on arrête les centrales nucléaires, tout de suite. C'est son droit le plus strict. Ce qui est intéressant, c'est le résultat. Je ne sais pas si vous le savez, le résultat. Le résultat, c'est comme on a arrêté le nucléaire, il fallait bien avoir de l'électricité. Donc on a rouvert les centrales à charbon. Qu'est-ce qui est plus polluant, une centrale nucléaire ou une centrale à charbon? Évidemment, une centrale à charbon. Donc le taux de pollution allemand a monté en flèche depuis qu'on a fermé les centrales nucléaires. Alors certes, avec les énergies renouvelables, ils espèrent dans 10 à 15 ans retrouver le niveau qu'ils avaient avant. Mais pendant ce temps-là, toute l'Allemagne est polluée. Et pire que l'Allemagne, l'Alsace est polluée aussi. Tous les partis limitrophes sont pollués. Vous voyez? Bon, est-ce que quelqu'un en parle? Bien sûr que non. Et pourtant, ça c'est un fait, avec des chiffres, avec des résultats, si vous voulez. Hein? Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont eu tort ou raison. Une fois de plus, je ne suis pas là pour juger. Ce que je dis par contre, c'est bizarre quand même de voir des ONG qui attaquent systématiquement certains pays et pas d'autres. Hein? Ça ne vous étonnera pas, vu mes origines, que moi, j'ai toujours été frappé avec Greenpeace, que par ailleurs, je reconnais qu'ils ont raison sur certains domaines, mais j'ai été frappé par Greenpeace quand je voyais qu'on nous attaquait chaque année sur le nucléaire et qu'on ne parlait jamais du nucléaire russe, qu'on ne parlait jamais du nucléaire américain. Alors pourquoi nous? Parce que nous, on était des cibles faciles, et que les Américains ou les Russes, ce n'est pas des cibles faciles. Et vous voyez, c'est ça le fond du problème. Quand Greta Thunberg dit les Français, il faut les condamner, hein, bon, et qu'elle ne parle pas de les États-Unis ou de la Chine, pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas signé l'accord de lutte contre le climat, je dis on se fout de la gueule du monde. Excusez-moi. Hein? Et ce n'est pas du tout une critique de ce qu'elle fait, parce que je pense qu'elle est utile. Avec ce qu'elle fait, elle est utile. Puis il y a des moments où on dit, attends, il faut quand même un peu raison garder. Et je pourrais vous en citer des dizaines hein, sur les ONG, que je connais bien par ailleurs et avec qui j'ai travaillé. Hein. Les ONG peuvent être très utiles. Hein, les ONG font des boulots formidables. Hein. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Hein, moi, je vois, et même des gens, on ne parle pas beaucoup, si vous voulez. On parle beaucoup des ONG type écologie. Mais regardez, par exemple, l'ONG AID, celle de Saint-Cernin, par exemple, elle est dans pratiquement tous les pays du monde qui sont pauvres et malheureux. Hein. Ils font des choses extraordinaires, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas médiatiques, ils travaillent. Et là aussi, ça pose le problème. Est-ce qu'il faut simplement travailler ou est-ce qu'il faut travailler et communiquer? Et comment communiquer? Vous voyez, il y a plein de choses derrière, on pourra en parler pendant des heures. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci pour vos questions. Je suis désolé s'il y en a encore, mais comme je disais, on peut se rejoindre dans le hall 2 juste après. Merci encore à vous, Alain Juet, d'être venu ce soir. Merci à vous tous, surtout de m'avoir écouté.